Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui va sûrement t'intéresser, c'est comment investir sans CDI. Alors c'est une question que tu dois te poser si toi tu n'es pas en CDI, si tu es en CDD, si tu es en alternance, si tu es chef d'entreprise, si tu es agent commercial. Sache qu'il est possible d'investir sans CDI, sans avoir, on va dire, le Graal en termes de contrat de travail. Je vais te donner aujourd'hui en fait 5 conseils, 5 astuces qui te permettent demain de pouvoir montrer à la banque et prouver que toi aussi tu peux investir dans l'immobilier sans CDI. La première chose que tu dois faire quand tu vas rencontrer la banque et lui présenter ton projet d'investissement immobilier, c'est de lui prouver et de lui montrer que c'est volontaire de ta part de ne pas être en CDI et par exemple que tu es sur une période de CDD où tu fais 6 mois de travail, 6 mois de chômage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Moi, je sais que j'ai des amis qui se font justement, qui alternent 6 mois de CDD et 6 mois de chômage pour gérer leur bien immobilier et tout simplement en montrant que ça n'impacte pas en tout cas leur santé financière, leur épargne ou autre. La problématique qu'il peut avoir dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, la banque elle peut dire « Oui, mais monsieur, vous avez qu'un an de recul sur 6 mois de CDD, 6 mois de chômage, etc. » Ce qu'il faut faire, c'est avoir au minimum 3 ans à 5 ans d'antécédents, comme quoi tu fais bien 6 mois lorsque tu es en CDD. De la même manière, quand tu es agent commercial, il faut au minimum 2 ans à 3 ans d'activité pour montrer que tu as bien un salaire régulier, que tu peux compter sur effectivement cette stabilité en termes de salaire. Je reviens par rapport au CDD, important aussi de montrer dans quel secteur tu travailles. Demain, je reprends surtout l'exemple des aides-soignants. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres d'emploi sur ce secteur d'activité et de montrer les fiches d'emploi comme quoi qu'à tout moment, tu peux retrouver un poste dans ce type d'activité-là, que oui, ça répond clairement à une demande. Donc, si demain il y a un problème, c'est de le justifier comme ça. C'est que si demain je suis obligé de reprendre un travail, je ne vais pas mettre un mois ou un mois et demi à retrouver. J'ai juste à appeler 4-5 annonces et je sais que je vais retrouver du travail. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à montrer à la banque. C'est à chaque question, à chaque doute qu'il peut avoir, c'est de trouver une solution, de trouver une réponse. Effectivement, sur la problématique du contrat de travail, déjà de travailler dans un secteur qui est porteur, où il y a beaucoup de demandes, déjà ça c'est un avantage. De montrer que si on fait 6 mois de travail, 6 mois de chômage, et pendant les 6 mois de chômage, on travaille sur un projet, on travaille sur nos investissements, parce qu'on recherche des biens, on fait des travaux, etc. C'est quelque chose qui est compréhensible. Le banquier, il va comprendre pourquoi tu es dans une telle situation. Mais en tout cas, il faut savoir l'expliquer et argumenter de telle sorte à ce qu'ils se disent « Ok, monsieur Lyon, je suis d'accord avec vous, vous avez un beau projet, on va au bout. » Parce qu'effectivement, c'est beau d'avoir un beau projet, mais si derrière, on n'a pas la bonne situation financière, la banque, elle peut t'écarter, te mettre à l'écart et te dire « ce ne sera pas pour vous cette opération. » Alors, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de donner des points positifs pour contrebalancer le fait que tu n'es pas une situation hyper stable. La première des choses, c'est un projet facile, c'est-à-dire un projet qui a, on va dire, à moins de 100 000, qui a avoisiné 100 000, qui est déjà loué. Du coup, il y a peu de travaux, on est sur un bel emplacement, on est en nom propre. Voilà, quelque chose qui génère automatiquement, qui travaille déjà, on va dire. Et pour la banque, c'est hyper facile pour financer. Le but pour toi, dans un premier temps, c'est de donner confiance aux banques. C'est-à-dire que, je vais en parler tout à l'heure, mais le but pour toi, c'est de montrer que l'investissement que tu fais, malgré la situation que tu as, ça ne va pas n'imputer, ça ne va pas n'impacter ta situation. Et donc, d'avoir par exemple un petit immeuble de 3 appartements et les 3 appartements sont loués et que un appartement ou 2 appartements payent ton crédit et que le troisième te permet de payer toutes tes autres charges ou d'avoir ta marge, oui, ça c'est quelque chose qui donne confiance aux banques. Et demain, si tu lui présentes un autre projet comme ça dans 6 mois ou dans un an, il y a de grandes chances qu'il te dise oui. Parce que il sait comment tu travailles, il sait pourquoi tu fais ça, il sait sur tel projet que tu as fait, comment tu as orchestré. Et donc du coup, derrière, ça en découle très facilement. Et le banquier peut dire, bon, effectivement, monsieur Lyon, vous pouvez y aller, donc on vous suit encore une fois sur ce coup-là. Maintenant, encore une fois, tout propos mesuré, demain, ne va pas lui présenter un projet à 400 000 sur ce type d'investissement. Même à 20% de renta,
il faudra avoir les reins un peu plus solides. Troisième astuce que je peux te donner, eh bien, c'est de faire un dossier bancaire qui est béton, c'est-à-dire avoir effectivement une épargne de côté, pas de découvert, pas d'agio, pas d'imprévu, je vais pas dire, pas de gros soucis qui fait que demain tu sois obligé de piocher une grande partie de ton épargne, de ne pas avoir de très gros crédits conso, auto, etc. Le but pour toi, c'est d'avoir le profil bancaire le plus clean possible. En fait, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Et il faudra justement anticiper toutes les questions qu'il va te poser. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. On évite par exemple tout ce qui est jeux de casino, jeux de paris sportifs, PMU, etc. C'est des choses sur lesquelles le banquier, c'est rédhibitoire. S'il voit qu'il y a des crédits qui passent comme ça, des petits débits comme ça qui passent très souvent, forcément il va se dire que le mec à tout moment il peut vriller et puis mettre une grosse somme et puis faire des paris sportifs. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Quand on est dans une situation comme ça, précaire avec un emploi qui n'est pas stable, eh bien dans un premier temps, comme je dis, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, un petit projet et derrière d'avoir des comptes les plus propres possibles, comme je l'ai dit. Et donc ça va permettre clairement de donner confiance. Sache que, je l'ai déjà dit, ils prennent en compte tes 3 derniers relevés de compte. Donc si tu es un mois où tu es bancal, repousse ton projet d'un mois supplémentaire et remets tes comptes au propre pendant 3 mois. Ça va permettre clairement de rassurer ton banquier, de te rassurer. Tu places mensuellement une petite épargne de 20, 40, 50, 100 si tu as la possibilité de le faire pour montrer que malgré ta situation, tu gères très facilement tes finances et que tu as la possibilité de mettre tous les mois de côté 50 ou 100 euros de côté. Et clairement, ça va lui donner confiance de te prêter pour un investissement immobilier. Quatrième astuce ou quatrième conseil, c'est t'armer de patience. Alors effectivement, tu vas avoir des banques qui vont complètement, directement te refuser parce que tu es dans une situation précaire. CDD, ils vont te mettre de côté. Agent commercial depuis moins de 2 ans, ils vont te mettre de côté. Chef d'entreprise, ils vont mettre de côté, etc. Il y a des banques qui agissent de cette façon-là, malgré l'épargne importante, malgré des finances propres, etc. Et donc, il sera important de prendre ta valise, de prendre tous tes dossiers bancaires en version numérique, en version papier et de faire le tour des banques. Aujourd'hui, tu t'embarques vers une aventure qui va être certes compliquée, mais passionnante. Mais en tout cas, voilà, tu vas devoir aller voir une banque, présenter ton projet, aller voir une deuxième banque, présenter ton projet. Et je vais aller plus loin. Dans l'optique où le conseiller te dit « Oui, monsieur Lyon, vous avez un super dossier, malgré votre situation, on vous suit, je vous donne mon accord. » Sachez qu'après, il y a l'accord écrit. Et donc, tant que tu n'as pas l'accord écrit, ça ne valide pas le projet et donc l'offre de prêt. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé que la personne, elle me dise « Oui, oui, c'est possible », mais au final, ce n'est pas lui qui a la décision finale. Ça va être au-dessus de lui, donc c'est le directeur de banque ou ça va en commission régionale. Et donc on se retrouve dans une situation où 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi plus tard, avec un refus de prêt comme quoi le dossier finalement n'est pas passé, ou le conseiller qui nous rappelle en disant « Ah, je suis désolé, finalement mon directeur ou la commission régionale, elle a refusé votre projet malgré qu'il soit rentable. » Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a fait un rendez-vous bancaire, il nous a dit oui à l'oral. Et finalement, 1 mois et demi après, on se retrouve avec un refus. Donc c'est important d'aller voir plusieurs banques, de continuer. Et tant qu'on n'a pas un accord écrit avec l'offre de prêt éditée, on n'arrête pas de continuer les visites. Donc c'est pour ça, dans cette situation-là, et surtout dans des contrats précaires, CDD en tout cas quand tu n'es pas en CDI, important, alors comme j'ai dit avant, toutes les astuces, tous mes conseils, mais surtout d'être patient. Voilà, ce n'est pas parce qu'on ne prête pas maintenant que dans 6 mois, ce ne sera pas possible. Il y aura des opportunités partout, tout le temps. Et donc, il est important de te convaincre que c'est possible et de prendre le temps pour aller voir les banques et faire jouer la concurrence. Alors, on va finir avec le dernier conseil qui est, on va dire, apprendre avec des pincettes parce que c'est un peu border. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font. Pour certains projets, quand ils ont des situations un peu bancales, on va dire, comme je disais, pas en CDI tout simplement, certaines personnes vont passer leur projet en résidence principale auprès de leur banque afin de le louer ensuite. C'est-à-dire qu'ils vont voir la banque, ils vont dire voilà, j'achète un appartement,
il est placé à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Je veux habiter dedans, donc je veux un emprunt, comme ça, comme ça, comme ça. Et grâce au fait que ce soit une résidence principale, eh bien, les banques prêtent plus facilement. Et puis finalement, au moment de la location, du moment où tes travaux sont finis, eh bien, tu décides de passer ce bien en RP, en résidence secondaire, donc en locatif, et finalement, toi, tu reprends une location plus loin. C'est quelque chose qui se fait. Je sais que certains le pratiquent, mais attention, si tu veux le faire, eh bien, de le faire dans ta ville, et surtout à ne pas répéter ce genre d'opération si demain tu souhaites le faire parce que tu souhaites absolument investir. De la même manière, si tu vas acheter un immeuble de rapport à 2h30 de chez toi, de ton travail, et que tu dis que c'est de la résidence principale, autant te dire que ce n'est pas crédible du tout. Aujourd'hui, voilà, je te donne des conseils, des choses qui sont clairement dans les cordes, qui sont complètement correctes. Ça, c'est un peu border, donc attention, mais je te le donne parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le but, encore une fois, c'était de te donner un maximum de billes ou d'outils pour pouvoir investir, même si tu n'es pas en CDI. Je voulais revenir par rapport à un petit point tout à l'heure, parce que je vais bientôt faire une interview, alors je l'ai déjà dit, d'un alternant qui vient tout juste d'investir dans un appartement. De la même manière, si je reprends ce que je viens de dire, c'était une personne qui avait des comptes propres, qui a su expliquer à la banque pourquoi elle était en alternance. C'est assez simple. C'était un jeune investisseur qui avait envie d'investir dans un projet qui était à sa hauteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti sur des sommes astronomiques, donc c'était clairement moins de 100 000, et parce que c'est une personne qui tenait ses comptes proprement, il a dû donner confiance et montrer à la banque que ce qu'il fait, eh bien, c'est complètement viable et que demain, il peut lui faire confiance. Et donc voilà, aujourd'hui, il est possible d'investir même à 21 ans, même en alternance. Je vais te faire une interview prochainement sur cette personne. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne journée, passe une belle fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!